Il y a un homme dont le nom orne encore aujourd'hui les manuels d'histoire, comme celui d'un génie militaire, d'un bâtisseur d'empire, d'un visionnaire. Les documentaires le célèbrent. Les musées lui consacrent des salles entières. Mais il existe une réalité que personne ne veut regarder en face. Une réalité si organisée, si méthodique, si froide, qu'elle dépasse l'entendement. 1600 millions d'hommes vivant aujourd'hui sur cette planète portent dans leur ADN la preuve biologique de ce qui s'est passé. Pas une métaphore, une preuve scientifique, mesurable, publiée dans les plus grandes revues académiques du monde. Et pourtant, on continue d'appeler cet homme le Grand. Aujourd'hui, on va regarder la vérité en face, pas la version officielle. L'autre, une matinée ordinaire. L'année est 1220, quelque part en Asie centrale, dans une ville dont les habitants n'ont encore jamais entendu le son des sabots mongols de près. Une jeune fille de 14 ans sort de chez elle pour aller chercher de l'eau. Elle s'appelle Zaria. Elle a une famille, une maison, une vie. Quand elle revient, le ciel est orange. Pas à cause du soleil, à cause des flammes. Des milliers de soldats envahissent les rues. Des cris partout. Elle tente de courir, mais une main attrape son poignet. Et en une fraction de seconde, tout ce qu'elle a connu disparaît pour toujours. Ce qui attend Zaria n'est pas le chaos d'une guerre ordinaire. Ce qui l'attend, c'est un système pensé, construit, testé et perfectionné sur plusieurs années. Elle est conduite avec des centaines d'autres femmes vers un campement. Là, des fonctionnaires mongols, pas des soldats, des fonctionnaires, l'examinent. Son âge, sa santé, son apparence physique. Elle est jeune et en bonne santé. Elle est classée en première catégorie. Cette nuit-là, sa vie bascule dans quelque chose que les mots peinent à décrire. Et 3 mois plus tard, elle découvre qu'elle est enceinte. L'Empire mongol veille alors à ce qu'elle survive jusqu'à l'accouchement. Parce que sa valeur n'est plus en elle. Elle est dans l'enfant qu'elle va mettre au monde. Pour comprendre comment un tel système a pu voir le jour, il faut remonter à l'enfance de l'homme qui en est l'architecte. En 1162, sur les steppes mongoles, naît un garçon prénommé Temujin. Il grandit dans la misère absolue. Son père est empoisonné alors qu'il n'a que 9 ans. Sa tribu abandonne sa famille, les laissant mourir de faim dans le froid. Temujin survit en mangeant des racines, des rats, tout ce qu'il trouve. Ce n'est pas un enfant bercé dans l'opulence qui deviendra conquérant. C'est un enfant qui a connu la trahison, l'humiliation et la faim, avant même d'avoir atteint l'adolescence. À 16 ans, il se fiance à une jeune femme nommée Bort, mais peu après leur mariage, Bort est enlevée par une tribu ennemie. Temujin met des mois à la retrouver et à la libérer. Quand il y parvient, elle est déjà enceinte. L'enfant qu'elle porte est-il de lui ou de ses ravisseurs? Personne ne le sait avec certitude. Temujin choisit de reconnaître l'enfant comme le sien. Mais quelque chose s'est gravé en lui ce jour-là. Une compréhension brutale, viscérale, de ce que le corps d'une femme représente dans un conflit de pouvoir. Pas une personne, un territoire, un outil de domination. Cette pensée, enfouie dans les couches les plus sombres de son esprit, deviendra plus tard la colonne vertébrale d'une stratégie d'empire. En 206, Temujin unifie les tribus mongoles et reçoit le titre de Genghis Khan, ce qui signifie souverain universel. L'enfant abandonné dans les steppes est devenu le maître du monde connu. Et dès ses premières campagnes militaires, on voit apparaître quelque chose d'inhabituel dans l'histoire de la guerre. Derrière les armées, il ne suit pas seulement des soldats de réserve et des ravitailleurs. Il y a des administrateurs, des médecins, des scribes, des fonctionnaires dont la mission n'est pas de combattre, mais de gérer. Gérer quoi exactement? Les populations conquises, et plus particulièrement les femmes. En 1209, lors de la première grande campagne contre le royaume de Xijia, ce système apparaît pour la première fois sous une forme organisée. Les villes tombent, les hommes sont tués ou réduits en esclavage, les femmes sont rassemblées, triées par âge, par condition physique, par origine sociale. Des numéros leur sont attribués, tout est consigné. Ce n'est pas le pillage anarchique qu'on associe intuitivement à une armée de conquête. C'est une opération administrative, froide, méthodique, documentée. En 1211,
Lors de l'invasion de l'Empire Jin en Chine du Nord, le système s'affine encore. Il y a désormais des étapes précises, avec du personnel dédié à chaque phase. La capture, le tri, le conditionnement, la grossesse forcée, le suivi médical jusqu'à l'accouchement, la réaffectation. Chaque étape est gérée par des responsables qui rendent des comptes. Des chiffres circulent. Des rapports sont rédigés. Entre 1211 et 1213, selon les estimations croisées des historiens, plus de 100 000 femmes ont traversé ce système lors de la seule campagne contre l'Empire Jin. 100 000 en 2 ans. Dans une seule région, l'automne arrive sur les steppes et 200 000 soldats mongols se mettent en marche vers l'ouest. La cible est l'Empire du Khwarezm, l'une des régions les plus riches et les plus cultivées du monde à cette époque. Des villes comme Bukhara et Samarcande sont des joyaux de civilisation, des bibliothèques, des universités, des marchés qui concentrent les richesses de la route de la soie. Leurs habitants ne savent pas encore ce que signifie l'arrivée des Mongols. Ils vont l'apprendre très vite. En février 2020, Bukhara tombe. La ville compte environ 300 000 habitants. Dès que les portes cèdent, la machine administrative se met en marche avec une précision terrifiante. Les hommes sont séparés. La plupart sont exécutés ou enchaînés. Les femmes sont regroupées sur la place centrale de la ville. Le chroniqueur persan Atta Malik Juvaini, qui a eu accès aux archives mongoles, décrit la scène. Des fonctionnaires circulent dans les rangs. Ils examinent chaque femme individuellement. Ils notent l'âge, évaluent la santé, inspectent le corps. Les femmes âgées ou malades sont mises à l'écart. Les jeunes femmes sont ensuite subdivisées selon des critères d'apparence physique. À Bukhara seul, on estime que 40 000 femmes sont ainsi prélevées ce jour-là et transférées dans les campements militaires. Samarcande, quelques semaines plus tard, est encore plus grande. 500 000 habitants. La ville résiste 5 jours avant de capituler. Les Mongols la quadrillent immédiatement par secteur. Chaque quartier est fouillé maison par maison. Les familles sont extirpées de chez elles. Les hommes d'un côté, les femmes et les enfants de l'autre. Les femmes sont conduites vers une plaine à l'extérieur de la ville. Le tri reprend plus sophistiqué encore qu'à Bukhara. Les femmes nobles sont isolées, elles ont une valeur diplomatique. Les femmes du peuple sont classées selon leur âge et leur état de santé. Un témoignage de survivante, conservé dans un manuscrit persan, dit ceci: « Ils nous ont mis en rang. Ils regardaient nos dents, palpaient nos bras, nos jambes, comme on évalue du bétail avant de l'acheter. » Le nombre de femmes capturées à Samarcande n'a jamais été établi avec précision, mais les sources croisées suggèrent un chiffre compris entre 30 000 et 50 000 personnes. Une fois classées, elles sont affectées selon leur rang. Les femmes de première catégorie aux officiers supérieurs, celles de deuxième catégorie aux soldats ordinaires, celles de troisième catégorie aux travaux forcés. Les femmes jugées trop âgées ou trop malades sont, dans la plupart des cas, simplement abandonnées, laissées là où elles se trouvent, sans nourriture, sans eau, sans soins. Ce qui suit, dans les campements, est documenté dans plusieurs sources arabes et persanes. Des médecins militaires mongols font des rondes régulières pour vérifier les grossesses. Quand une femme est confirmée enceinte, elle est transférée dans une tente séparée et surveillée jusqu'à l'accouchement. Après la naissance, si elle est encore en état, elle retourne dans le système. L'enfant, lui, suit un autre chemin. Les garçons sont intégrés aux structures militaires. Les filles, en grandissant, entrent dans le même système que leur mère. Ce processus ne dure pas quelques semaines. Il s'étend sur des décennies, ville après ville, campagne après campagne. Le système s'applique. Nishapur, Merv, Urgenche, Herat, à chaque fois la même séquence. Et à chaque fois, les archives mongoles, quand elles existent, notent les chiffres avec la même froideur qu'un inventaire de marchandises. Le cas de Nishapur est particulièrement révélateur. La ville avait résisté et un gendre de Gengis Khan avait été tué pendant les combats. En représailles, les Mongols décident d'anéantir toute la population, hommes, femmes, enfants. Mais avant le massacre général, les jeunes femmes sont soigneusement sélectionnées et mises à l'écart. On les sort de la ville avant que le carnage commence. Parce qu'elles ont une utilité,
que les autres non plus. En 227, Gengis Khan meurt durant la campagne contre les Hyksos. Il a 65 ans. L'Empire maintient sa mort secrète pendant des semaines. Le cortège funèbre qui ramène son corps en Mongolie tue tous ceux qu'il croise sur la route pour que personne ne puisse divulguer l'information. Sa tombe est creusée en secret et son emplacement est effacé de toute mémoire. Aujourd'hui encore, personne ne sait où il est enterré. Mais si l'homme disparaît, le système lui survit intégralement. Son fils Ögedei lui succède et non seulement maintient le système mais l'amplifie. Dans les années 1230, les armées mongoles achèvent la conquête de la Chine du Nord, envahissent la Perse et poussent vers l'ouest en direction de l'Europe. En 1236, Batu Khan franchit la Volga avec ses troupes. En 1237, c'est l'hiver russe. Ryazan tombe, Moscou tombe, Vladimir tombe. En 1240, c'est au tour de Kiev, alors l'une des plus grandes villes d'Europe orientale. La chronique russe, dite de la destruction de Ryazan, décrit ce qui se passe après la chute des villes avec une précision déchirante. Les femmes rassemblées sur les places, les enfants arrachés aux bras de leur mère, les soldats mongols qui trient, qui classent, qui emmènent. C'est le même script répété encore et encore à des milliers de kilomètres des premières conquêtes. Les femmes russes présentent une particularité aux yeux de l'administration mongole. Leur apparence physique diffère de celle des femmes d'Asie centrale, leur peau plus claire, la couleur de leurs cheveux. Les officiers mongols de haut rang les classent systématiquement dans les catégories supérieures. Cette préférence est documentée dans plusieurs sources. Elle n'est pas anodine. Elle montre que le système intègre et hiérarchise même les variations ethniques. À la même période, à l'autre bout du continent, la Corée subit une autre forme de la même logique. Les invasions mongoles de la Corée commencent en 1231 et se répètent 6 fois en 20 ans. En 2254, la Corée capitule officiellement et accepte de payer un tribut annuel. Ce tribut comprend des céréales, des soieries, des fourrures et des femmes. Ce système de tribut humain s'appelle le Gongyo. Chaque année, des officiers mongols arrivent en Corée et sélectionnent des jeunes filles, généralement entre 10 et 20 ans, issues de familles ordinaires. Les chroniques coréennes de l'époque décrivent des scènes de désolation dans les villages lors de ces sélections annuelles. Des familles qui marient leurs filles en urgence pour les soustraire à la sélection. Des pères qui se mutilent pour rendre leurs filles moins désirables aux yeux des sélectionneurs. Le Gongyo durera près de 100 ans, jusqu'en 1374. Sur cette période, plusieurs milliers de femmes coréennes sont envoyées à la cour mongole, puis à la cour de l'Empire Yuan fondé par Kublai Khan en 1721. En 1858, c'est Bagdad qui tombe. Bagdad est alors la capitale intellectuelle et spirituelle du monde islamique, le siège de la connaissance humaine, les bibliothèques qui contiennent des centaines de milliers de manuscrits. La ville compte près d'1 million d'habitants. Le petit-fils de Gengis Khan, Hulagu Khan, encercle la ville. Le calife refuse de se rendre. Le 10 février 1258, les murailles cèdent. Ce qui suit est l'une des destructions les plus cataclysmiques de l'histoire humaine. Les estimations de morts varient entre 200 000 et 1 million de personnes. Des témoignages contemporains décrivent le tigre charrier des flots de sang pendant des jours. La grande bibliothèque de Bagdad est détruite. Ses livres jetés dans le fleuve en si grand nombre que l'eau devient noire d'encre. Mais avant que le massacre général commence, les femmes jeunes sont triées et isolées. Avant la destruction, le système fonctionne, systématiquement, sans exception. Dans les décennies qui suivent, au fur et à mesure que l'Empire se stabilise, le système évolue. Il devient moins une machine de guerre et davantage une machine de gestion dynastique. La cour de Kublai Khan, à Pékin, emploie des milliers de femmes issues de dizaines d'ethnies différentes. Les archives de la cour Yuan, remarquablement bien conservées, enregistrent leur origine, leur statut, leur filiation. Ces documents sont précieux parce qu'ils permettent aux historiens et aux généticiens de reconstituer les flux migratoires forcés de cette période. C'est là qu'intervient la science. En 2003, une équipe de chercheurs de l'université d'Oxford publie une étude dans la revue American Journal of Human Genetics.
qui va faire l'effet d'une bombe dans la communauté scientifique. Les chercheurs ont analysé des échantillons d'ADN collectés auprès d'hommes dans 16 populations différentes réparties à travers l'Asie. Leur découverte est stupéfiante. Environ 16 millions d'hommes vivant aujourd'hui, dispersés de la Chine à l'Europe centrale, partagent un chromosome Y quasi identique. Ce chromosome Y, transmis de père en fils de manière presque inchangée, remonte à un ancêtre commun, unique, un seul homme, qui a vécu approximativement entre le XIIe et le XIIIe siècle. Dans une région correspondante à la Mongolie actuelle, les chercheurs soulignent dans leurs conclusions qu'une diffusion génétique de cette magnitude ne peut pas résulter d'un processus naturel ordinaire. Dans des conditions normales, même un homme très fertile et vivant longtemps ne peut pas laisser 16 millions de descendants directs en 800 ans. Le seul scénario permettant d'expliquer ce chiffre est un accès systématique et forcé à un très grand nombre de femmes sur une très longue période, combiné à des mécanismes de pouvoir, assurant que les enfants nés de ces unions survivent et se reproduisent à leur tour dans des conditions privilégiées. En d'autres termes, le système que nous avons décrit tout au long de ce texte est la seule explication possible à cette anomalie génétique. La science ne dit pas seulement ce qui s'est passé, elle dit que cela s'est passé à une échelle que même les historiens les plus rigoureux avaient du mal à pleinement quantifier. Des études complémentaires menées dans les années 2010 ont confirmé et précisé ces conclusions. En analysant l'ADN mitochondrial transmis par les mères, des chercheurs ont identifié des traces de mélange génétique massif et brusque en Eurasie centrale, datant précisément du XIIIe siècle. Des femmes originaires de régions très éloignées, ayant eu des enfants avec des hommes partageant le même patrimoine génétique mongol, sur une zone géographique couvrant plusieurs millions de kilomètres carrés. Ce n'est pas une rencontre de civilisation, c'est la trace biologique d'un système de violence organisée. L'archéologie apporte une troisième couche de preuves. Depuis les années 1990, des fouilles en Ouzbékistan, au Kazakhstan, en Iran et en Russie ont mis au jour des dizaines de charniers datant du XIIIe et XIVe siècle. Le site découvert près de Samarcande en 1994 est devenu une référence dans ce domaine. 200 squelettes, dont la grande majorité est celle de jeunes femmes âgées entre 15 et 30 ans. Les analyses ostéologiques montrent des fractures multiples et répétées sur les os longs, des traumatismes compatibles avec une violence physique prolongée et des transformations du bassin caractéristiques d'accouchements multiples survenus dans des conditions difficiles. Des femmes qui ont souffert pendant des années, dont le corps porte encore, 800 ans plus tard, les marques de ce qu'elles ont traversé. Il faut se demander pourquoi cette histoire n'a pas été racontée clairement pendant si longtemps. La réponse est multiple, et chacune de ces facettes est révélatrice de la façon dont l'histoire est construite, transmise. La première raison est documentaire. Les archives mongoles, quand elles existent, sont des documents administratifs qui enregistrent des faits bruts sans contextualisation humaine. 3000 prisonnières, 5000 femmes transférées. Les sources extérieures, persanes, arabes, chinoises, russes, sont plus narratives, mais elles ont été majoritairement rédigées par des hommes qui décrivent les événements du point de vue des vainqueurs ou des dirigeants vaincus. Les femmes ordinaires n'ont pas de voix dans ces textes. La deuxième raison est narrative. Pendant des siècles, les historiens ont organisé leurs récits autour des grandes figures masculines et des événements militaires. Gengis Khan est présenté comme un génie de la stratégie, un unificateur de peuples, le fondateur d'un système juridique sophistiqué, le Yassa. Ces éléments sont réels, ils ne sont pas faux, mais ils constituent une sélection très partielle de la réalité. La violence systématique contre les femmes est présentée, quand elle l'est, comme un dommage collatéral, une réalité de l'époque, un contexte historique différent. Ces formulations servent à minimiser et à normaliser ce qui fut en réalité un crime organisé à une échelle sans précédent dans l'histoire humaine. La troisième raison est politique. En Mongolie, Gengis Khan est une figure nationale centrale, un symbole d'identité et de fierté. Son image orne les billets de banque. L'aéroport international d'Ulan-Bator porte son nom. Une remise en question profonde de son héritage
touche à quelque chose de beaucoup plus vaste que l'histoire. Elle touche à l'identité collective d'un peuple. Ce n'est pas unique à la Mongolie. Beaucoup de nations ont des fondateurs ou des héros nationaux, dont le legs comporte des dimensions que la mémoire collective préfère ne pas examiner de trop près. Ce qui a commencé à changer dans les années 1990 et 2000, c'est la convergence de 3 facteurs. L'essor des études historiques centrées sur les victimes plutôt que sur les vainqueurs, le développement de la génétique des populations qui a fourni des preuves irréfutables, et la numérisation des archives qui a permis à des chercheurs du monde entier d'accéder à des sources jusqu'alors peu consultées. Ces 3 facteurs combinés ont rendu impossible de continuer à raconter l'histoire de l'Empire mongol sans parler de ce système. Revenons à Zarya. La fille de 14 ans qui sortait chercher de l'eau ce matin de 1220, nous ne saurons jamais ce qu'il est advenu d'elle avec précision. Son nom n'est dans aucune archive. Son histoire n'a été consignée nulle part. Elle est un nombre dans une colonne de chiffres, si tant est qu'elle était comptée. Mais nous savons que des centaines de milliers de femmes ont vécu ce qu'elle a vécu. Nous savons que leurs enfants ont grandi, que leurs petits-enfants ont eu des enfants à leur tour. Et nous savons, grâce à la science, que ces chaînes de vie se prolongent jusqu'à aujourd'hui. Quelque part dans le monde, peut-être pas très loin de vous, une personne porte dans ses cellules la trace de ce matin d'automne 2220. Sans le savoir, sans pouvoir imaginer l'histoire que recèle son propre ADN. L'histoire de l'Empire mongol est réelle, la grandeur stratégique de Gengis Khan est réelle, et la monstruosité du système qui l'a construit est réelle. Ces 3 vérités coexistent, et une histoire intellectuellement honnête ne peut pas choisir parmi elles. Elle doit les tenir toutes les 3 ensemble, dans toute leur tension et leur complexité. Parce que c'est là que se trouve la vérité. Pas dans la légende du conquérant invincible, pas dans la caricature du barbare sanguinaire, dans la réalité documentée, archivée, gravée dans les os et dans les gènes, d'un système qui a façonné le monde que nous habitons, et dont les traces continuent de vivre en nous, silencieusement 800 ans après.